Dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, le procès se poursuivit du 15 mai au 12 juillet 2023 à la Cour pénale internationale à La Haye. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Seleka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Entre le 15 mai et le 12 juillet 2023, la Chambre de première instance 5, composée du juge président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovac et du juge Changu Chang, a entendu les dépositions de 6 témoins appelés par l'accusation. Cette chambre a accordé à certains témoins de mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix, l'utilisation d'un pseudonyme et le recours à des huis clos partiels afin de protéger leur identité. 2 autres témoins ont déposé à visage découvert. Il s'agit de M. Okoapenga Roger et M. Pademona. Les témoins ont été interrogés par différents membres du bureau du procureur, par le conseil de la défense M. Alfred Yekatom, maître Milan Dimitri et maître Elena Kazié. Et pour le compte de M. Patrice Edouard Ngaïsona, c'est maître Marie-Hélène Prou qui a mené le contre-interrogatoire des témoins. Sur autorisation de la Chambre, la représentante légale de victimes, maître Paulina Massida, a pu adresser des questions aux témoins. Les témoins ont pu être entendus à la fois en présentiel ou par liaison vidéo. M. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, détenus à La Haye aux Pays-Bas, ont pu assister aux audiences en présentiel à partir de la salle d'audience. Les 67e témoin de l'accusation, sous le pseudonyme P2041, a parlé en détail de l'évacuation de musulmans de Mbaïki. Il a d'abord été interrogé par maître Manochitra Patraban du bureau du procureur. Le 24 janvier, le pays n'était pas bien. Nous avions peur. On ne voulait pas rester dans la brousse et avoir des problèmes. C'est pourquoi nous sommes partis de chez nous pour venir à Mbaïki. Thank you. You mentioned that you were fearful. Vous avez indiqué que vous aviez des craintes. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous craigniez à cette époque-là? Nous avions entendu parler des anti-Balaka avec ce qu'ils ont fait à Buka, à Bosangwa. Et lorsqu'ils s'approchaient de Bangui Bouchia, nous avons pris peur et nous avons pris nos familles pour nous réfugier à Mbaïki. Thank you for the clarification. Merci de ces précisions très utiles, monsieur le témoin. Savez-vous ce qu'il est advenu du reste des musulmans qui vivaient dans votre village? Oui, ce qui s'est passé à Buka m'a été rapporté par mes enfants qui étaient à Buka. Ils m'en ont parlé et nous avons aussi vu les images à la télévision. And did you learn what happened to the... Et avez-vous appris ce qu'il est advenu des musulmans qui vivaient dans le village en même temps que vous? Est-ce qu'ils sont restés au village? Est-ce qu'ils ont dû partir? Que leur est-il arrivé? Si on n'avait pas pris la fuite, nous serions morts. Et lorsque nous sommes déjà partis, on a tué l'imam qui était resté dans le village. Face à la défense de M. Alfred Yekatom, le témoin a répondu à une série de questions au sujet d'une réunion qui avait eu lieu à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Mbaïki à l'époque de la crise en Centrafrique. Un témoin, donc un autre imam qui est venu témoigner, a précisé que lors de la réunion à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, M. Yekatom avait dit qu'il n'avait aucun problème avec les musulmans, qu'il n'avait de problème qu'avec Jotodia. En Sango, je crois que vous avez dit oui, je m'en souviens, mais est-ce que vous pouvez répéter votre réponse si c'était bien votre réponse? Effectivement, c'est ce qu'il a déclaré. Lorsqu'on lui a donné la parole, il s'est présenté. Il a dit quel était son grade. Il a dit qu'il n'était pas contre les musulmans, que sa cible était Jotodia parce qu'il avait dissous les FACA et que lui, Yekatom, il était en colère
pour ça. C'est pour ça qu'il a pris les armes. Mais en ce qui concerne les exactions, il n'a pas donné des instructions, des ordres pour que les musulmans soient attaqués. C'est les propos qu'il a tenus lors de la réunion à Jeanne d'Arc. Au 16 mai 2023, les 68e témoins de l'accusation, P1666, a commencé sa déposition devant la Chambre. Interrogé par l'accusation, les témoins a d'abord parlé des changements qui se seraient opérés dans la vie quotidienne des habitants d'Mbaïki à la prise de pouvoir par la Séléka. Ils ont ensuite parlé de ce qui s'était passé lorsque les anti-Balaka avaient pris le contrôle de cette région. Comme vous le savez, les Séléka... D'ailleurs, en Mbaïki, on n'a jamais vécu la moindre rébellion dans la ville. Les deux communautés vivaient en parfaite harmonie. Aucun habitant de la ville n'avait participé à une quelconque rébellion. Et après la prise de pouvoir des Séléka, vous savez, ce sont des rebelles. À ce moment-là, il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus de policiers, ni de gendarmes, ni d'autres forces publiques. C'était eux qui s'occupaient de toutes les institutions de l'État. C'était eux qui jouaient le rôle de magistrats. Et même nous, les musulmans, nous avons été victimes de leurs exactions. Ils nous prenaient pour les sympathisants de Bouzézé et du KNK. Nous, les commerçants, on vivait dans la peur. On ne savait où aller et on était obligé de rester dans la ville pour espérer l'arrivée d'une quelconque libération. Vous avez dit que quand les anti-Balaka sont arrivés en Mbaïki, il y avait des fausses propagandes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comme vous le savez, après l'arrivée des anti-Balaka, ils ont commencé à nous menacer, disant qu'ils allaient nous tuer. Et les hommes politiques aussi tenaient des propos hostiles. C'est ça qui a sémé la peur au sein de la communauté musulmane. En réponse aux brèves questions posées par la représentante légale des victimes, les témoins ont parlé de ce qu'ils espéraient à la fin de ces procès. Ce que j'attends de la Cour, c'est la justice, afin que ce qui s'est produit hier ne puisse se reproduire à l'avenir, afin que les victimes puissent avoir gain de cause, afin que les réparations puissent apaiser les douleurs, les violences, les souffrances connues par les victimes. Mais le plus important, que ce qu'il s'est produit ne puisse plus se répéter. Au cours du contre-interrogatoire, plusieurs passages à huis clos ont été requis pour protéger l'identité du témoin. En audience publique, il a été demandé au témoin s'il était en possession des informations au sujet d'une tentative d'attaque des anti-Balaka sur la ville de Mbaïki durant cette époque. Monsieur le témoin, est-ce que j'ai raison de dire que vous n'avez jamais reçu l'information de qui que ce soit qu'il y avait eu une attaque ou une tentative d'attaque des anti-Balaka sur la ville de Mbaïki? Effectivement, après... Oui, après la réunion en question, et on s'était organisé pour ne pas dormir la nuit et veiller pour la sécurité des quartiers où résidaient les musulmans. Mais on n'a pas vu d'attaque proprement parlée. Toutefois, on entendait dire que les gens se préparaient à attaquer, les gens allaient attaquer, mais on n'a pas vécu d'attaque en tant que telle dans les quartiers où résidaient les musulmans. Les 69e témoins de l'accusation, M. Okwa Penga Roger, a comparu devant la Chambre en qualité de maire de la commune de Pissa. Il a d'abord été interrogé par maître Irina Galoupa,
pour le compte du bureau du procureur au sujet des archives de la mairie de Pissa et plus précisément sur les actes de naissance qui étaient délivrés à cette époque par cette mairie. Merci, madame. L'administration communale a ses archives. Il y a les registres d'actes de naissance, il y a les registres d'actes de mariage, il y a les registres d'actes de décès et il y a les correspondances. Toutes les correspondances que la mairie reçoit, on met dans des chronos. Correspondance arrivée, courrier arrivé, et s'il est question d'envoyer les réponses, courrier départ, on met dans des chronos. Donc la mairie a une archive. Parce que si vous faites des recherches, vous allez à la mairie, vous dites, bon voilà, je suis né telle année, je veux avoir la copie de mon acte de naissance, et vous pouvez avoir la copie de votre acte de naissance. C'est les archives de la mairie. Alors quand les Séléka étaient venus, madame, dans les autres villes où ils ont commencé, par exemple, Bamingé, Lawaka, etc., ils entrent dans les mairies, ils détruisent toutes les archives. Et quand nous autres, on a eu vent de cela, on a dit, ah, pour protéger l'histoire de notre commune, il fallait qu'on fasse déplacer toutes les archives. C'est ainsi qu'on a mis en sécurité les archives de la commune, y compris les images qui étaient à la mairie. On a mis ça en sécurité ailleurs. Donc on a vidé complètement les 6 bureaux de la mairie et la grande salle de réunion. Et une fois que les événements étaient terminés, eh bien, on a ramené toutes les archives de la commune en place. Mais vous allez voir, quand ils sont arrivés à Mbaïké, même au bureau du préfet, à la sous-préfecture, ils ont vidé, saccagé les archives de la préfecture, les archives de la sous-préfecture. Et ils ont occupé le bureau du préfet comme leur résidence. Ils ont occupé le bureau de madame du sous-préfet comme leur résidence. Et vous voyez sur les murs, ils font des écrits, Séléka, sur les murs, machin, tout ça. Monsieur Okoa Pengia a été contre-interrogé par l'avocate principale de la défense de Monsieur Alfred Yekatom pendant 2 jours d'audience. Confronté à un extrait vidéo, il a affirmé que les hommes de Monsieur Alfred Yekatom travaillaient en étroite collaboration avec la gendarmerie et la police pour assurer la sécurité de la région de Mbaïki. Les témoins ont ensuite parlé de barrières Séléka ainsi que celles qui avaient été installées par les éléments anti-Balaka de Monsieur Alfred Yekatom à Pissa. Merci, madame. Mais vous savez, les éléments de la coalition Séléka au départ avaient pris toutes les barrières. Toutes les barrières. Et quand les événements des 4 et 5 décembre sont arrivés, ils ont tous fui. Les éléments de la coalition Séléka ont tous fui. Et ce sont les éléments des anti-Balaka qui ont récupéré toutes les barrières qui étaient occupées par les éléments de la coalition Séléka, madame. Donc, au niveau de Pissa, il y avait les éléments de Yekatom Rambo qui étaient là, dans les autres barrières, tout et tout. Mais il a fallu que madame Catherine Samba Panza arrive. Et avec le gouvernement, elle va mettre maintenant de l'ordre. Et c'est là où les anti-Balaka vont libérer toutes les barrières, madame. C'est là le travail qui a été fait. Parce qu'au départ, c'était les éléments de la coalition Séléka qui avaient occupé toutes les barrières. Et quand les événements des 4 et 5 décembre sont arrivés, eh bien, les éléments anti-Balaka ont pris la relève. Mais quand Mme Catherine Samba Panza est arrivée et que les militaires, les gendarmes, les policiers ont pris officiellement leurs fonctions, et c'est là où on va intimer l'ordre aux éléments anti-Balaka de pouvoir libérer les barrières depuis le P49 jusqu'à Mbaïké, Pissa, Mbaïké, Mungumba, tout et tout. C'est ainsi que les anti-Balaka ont libéré toutes les barrières, madame. M. Pademona est le 70e témoin du bureau du procureur. Il a quant à lui témoigné sur la présumée politique des anti-Balaka visant à s'attaquer aux musulmans. Le témoin a aussi parlé du déplacement de civils musulmans de Boeing ainsi que la présence alléguée d'une base anti-Balaka dans l'enceinte de l'école Yamwara. Juste une autre question sur... juste savoir, monsieur le témoin, est-ce que vous savez si
s'il y avait des FACA parmi les éléments qui étaient basés à l'école Yamwara. Merci. Effectivement, il y avait des FACA basés à l'école Yamwara, mais effectivement, les deux FACA que je connais, je crois en avoir déjà parlé. Juste pour le compte rendu d'audience, pouvez-vous juste rappeler les noms de ces deux FACA que vous avez rencontrés? Les deux FACA étaient Donon et Yekatom. Ce sont ces deux-là dont j'ai entendu les noms. Donon et Yekatom. Mais s'agissant des autres, je ne connais pas leur nom. Et Cœur de Lion, savez-vous s'il faisait partie des FACA ou non? Oui, il était parmi eux. Avez-vous appris quel était leur rôle parmi le groupe qui était basé à l'école Yamwara? Mais ceux-là, c'était des chefs. Ils étaient des chefs. Et comment savez-vous qu'ils étaient des chefs? Parce que quand on allait au champ, quand on passait à côté de leur base, on entendait parler. Les gens parlaient que ce sont des chefs. Les autres qui étaient là disaient que voilà, ce sont nos chefs, ce sont nos chefs. Lors du contre-interrogatoire par la défense de M. Alfred Yekatom, les témoins ont été confrontés à plusieurs extraits vidéo pour répondre aux questions sur le représailles de la part de miliciens Seleka contre le civil le 5 décembre 2013. Est-ce que c'est dans ce contexte que vous dites au paragraphe 24 de votre déclaration, en raison là, des Seleka qui vident leurs chargeurs sur les civils, des représailles importantes, est-ce que c'est dans ce contexte que vous dites au paragraphe 24 de votre déclaration que de nombreuses familles musulmanes ont fui en raison de l'attaque du 5 décembre, par crainte d'être tuées? Et vous avez précisé mardi à 10h21 pour ne pas mettre leur vie en danger. Oui, en effet, c'est dans ce contexte parce que les Seleka se sont pris aux chrétiens et donc les musulmans ne pouvaient pas rester dans le quartier. Eux, à leur tour, trouver refuge ailleurs. Le 27 juin 2023, les témoins protégés P2389 a été entendu par la Chambre en 2 sessions d'audience, au cours desquelles il a successivement répondu aux questions de l'accusation, de la défense de M. Alfred Yekatom et de la représentante légale des victimes. Monsieur le témoin, à part ces menaces d'anti-Balaka qui se passaient le doigt sur la gorge, est-ce qu'à Mbaïki, vous avez été témoin d'autres comportements hostiles des anti-Balaka vis-à-vis de la population musulmane? Oui. Leur objectif était de semer un trouble pour pouvoir en profiter pour faire ce qu'ils voulaient. Dieu merci, il n'y avait rien. Ils nous disaient qu'il nous ferait du mal, qu'il nous attaquerait si jamais la nuit tombait. Heureusement, Dieu a fait de manière à ce que toute cette situation ne puisse pas dégénérer. Alors vous venez d'expliquer qu'il vous disait qu'il vous ferait du mal, qu'il nous attaquerait si jamais la nuit tombait. Est-ce que vous pourriez clarifier qui est-ce qui vous a dit ça? C'était ceux qui étaient à bord de ce véhicule. Lorsqu'ils sont descendus de passage, ils nous menaçaient ainsi. Ils étaient nombreux. Ils nous menaçaient, mais en même temps, ils demandaient de l'argent. Lors du contre-interrogatoire par la défense de M. Alfred Yekatom, les témoins ont été confrontés à un reportage vidéo de France 24. Il a confirmé que la présence de l'opération Sangaris à cette époque avait contribué pour empêcher les affrontements entre les anti-Balaka et les Seleka au PK9. Par la suite, les témoins ont été questionnés sur l'arrivée des anti-Balaka dans la ville de Mbaïki. Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous avez dit « L'attitude des chrétiens de la ville a changé avec l'arrivée des anti-Balaka. Ils les soutenaient,
En réalité, c'était la population locale, en particulier les jeunes qui chargeaient les véhicules à la gare routière, qui nous provoquaient et essayaient de faire venir les anti-Balaka pour nous attaquer. Ma première question, est-ce que je comprends que certains membres de la population locale se sont mélangés aux anti-Balaka dès leur arrivée? Merci. Lorsque les anti-Balaka sont arrivés, les gens ont eu le courage de se manifester, ils les ont accueillis, ils ont rejoint les anti-Balaka et nous avions commencé à avoir peur. La tension est devenue beaucoup plus forte à cette période. Au 12 juillet 2023, les 72e témoins de l'accusation, sous les pseudonymes 1576, a été appelé à se présenter devant la Chambre. Il a d'abord été interrogé par l'avocate de l'accusation, Maître Claire Anderson. Parlant de son expérience de travail en République centrafricaine en 2013 et 2014, le témoin a décrit la situation qui prévalait à cette époque avec l'émergence des anti-Balaka qui étaient ivres de vengeance suite aux exactions de la Seleka. À titre d'exemple, il y a une photo qui est dans le dossier où sur la route, on a croisé un groupe d'anti-Balaka qui revenait d'un village et qui nous a dit clairement, on était plusieurs dans une voiture, qui nous a dit clairement qu'ils avaient attaqué un village de Peul, donc de musulmans, qu'ils avaient à court de munitions, qu'ils allaient chercher d'autres munitions et qu'ils allaient revenir. Et ils nous ont dit c'est normal, c'est la vengeance. Et ils nous le disaient avec assez de simplicité, je dirais. Et, devant notre étonnement, il répétait « mais c'est normal, c'est la vengeance ». Je l'ai entendu à d'autres moments, si vous voulez vraiment que je me souvienne d'un endroit particulièrement. J'arrive pas à me souvenir de moments précis, mais je peux vous garantir que j'ai entendu énormément cette expression et le mot vengeance très souvent. C'est même quelque chose qui dans la profession que je fais, nous surprenait au début, puisque pendant plusieurs mois, au début on va dire début 2014, quand il y a ce début de ce nettoyage ethnique, la plupart des gens que nous rencontrions nous le disaient avec beaucoup de simplicité et sans aucun complexe, si je puis dire, alors qu'au bout de peut-être quelques mois plus tard, je pense que les gens ont commencé à comprendre qu'on allait le relater, tout ça. Et donc, c'est devenu plus difficile à entendre. Mais, enfin, en tout cas, moins de personnes nous le disaient clairement. Mais pendant plusieurs mois, il y avait quelque chose qui était dit très facilement. Je pense que c'est important de préciser que ces personnes qui nous parlaient de vengeance avaient vécu plusieurs mois très, très durs avant, sous le joug de la Seleka. Et s'agissant des interactions que vous avez eues avec ces personnes anti-Balaka, et s'agissant de ces propos de vengeance, est-ce que vous aviez compris vers qui cette vengeance était dirigée? Tout à fait, et c'était justement un point très important des discussions, puisque certains voulaient se venger de la Seleka, ce qui est entendable, ce que l'on peut comprendre, mais certains, et beaucoup malheureusement, voulaient se venger d'une manière générale sur la population musulmane, ce qui sous-entend bien entendu beaucoup de civils, des femmes, des enfants. Après plusieurs passages à huis clos, ce fut au tour de Maître Marie-Hélène Proux de contre-interroger le témoin pour le compte de la défense de M. Patrice Edouard Ngaïsona. Il a répondu aux questions sur les exactions de la Seleka dans la ville de Bossangoa. Et comme à Bangui, est-ce que vous avez aussi pu discuter un peu avec la population locale à Bossangoa? Bien sûr, j'y ai passé 4 jours, je crois, 5 jours peut-être. Alors, est-ce que vous avez pu noter une différence entre le traitement de la population chrétienne et le traitement de la population musulmane vis-à-vis des Seleka? Oui, aucun doute. C'était principalement la population qui est chrétienne qui était visée par la Seleka. Et d'ailleurs, il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, 40 000 personnes déplacées. Enfin, toute la ville, finalement, a été déplacée. Donc, j'ai rencontré des déplacés chrétiens
Il y en avait, je crois, 40 000. Il faudrait vérifier dans ce que j'ai écrit. J'ai vu aussi des déplacés musulmans, mais beaucoup moins, tout petit groupe peut-être quelques milliers, quelques centaines, quelques milliers. Et en termes d'exactions dont vous avez entendu parler, est-ce que c'était à peu près la même chose que les exactions dont vous aviez entendu parler à Bangui? Alors, ça dépend quelle est votre question, si c'est sur la nature des exactions, si c'est de l'origine des exactions, mais Je parlais, en fait, je me situais vraiment sur les exactions commises par la Séléka contre la population chrétienne. Est-ce que c'était à peu près de la même nature qu'à Bangui? Je crois que oui. Je pense que oui. Au cours du contre-interrogatoire par la défense de M. Alfred Yekatom, de larges huis clos ont été requis. Dans de brèves sessions ouvertes, les témoins ont répondu aux questions sur l'attaque du 5 décembre 2013. Et est-ce que j'ai raison de dire que d'après vos constatations, les Séléka étaient largement plus équipés que ceux qui ont attaqué les positions Séléka? Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'ils avaient le matériel militaire. Ce n'était pas du tout le cas des anti-balaka, qui n'avaient que à part quelques kalachnikovs, qui avaient surtout des armes traditionnelles, donc des machettes, des fusils très simples et des poignards. Et peut-être quelques arcs aussi. This concludes the hearing also for today and the court is adjourned. Le procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuivra après les vacances judiciaires de la Cour le 14 août 2023 avec la déposition du 73e témoin appelé par le bureau du procureur.